Ils sont diplômés d'une prestigieuse école de commerce ou de communication et exercent maintenant dans le secteur du conseil, de la finance ou du marketing. Ils sont chefs de projet, consultants ou encore chargés de mission, des métiers en apparence bien différents mais qui se retrouvent en un point. Aucun de ces jeunes actifs n'est vraiment capable de répondre à la question « Tu fais quoi dans la vie ?» Tous sont le symbole de ce que certains décrivent comme le mal du siècle, les bullshit jobs ou jobs à la con, ces métiers vides de sens où s'enchaînent les tâches absurdes et très vite lassantes. Paul est l'un de ces jeunes. Au cours d'une journée d'ennui dans le cabinet de conseil où il est en stage, il a décidé d'écrire un texte sur ce fléau auquel est confrontée sa génération. Ce texte, nous avons pu le lire lors de notre rencontre avec Paul, chez lui, dans le 13e arrondissement de Paris. Je m'appelle Paul Richard, j'ai 21 ans et je suis en master grande école dans une école de commerce parisienne. Et en ce moment, je fais un stage dans un cabinet de conseil à Paris. Ma journée, en gros, la forme qu'elle prend, j'arrive à 8h. De 8h à 9h30, je regarde quelques fichiers Excel de leur compte ou des trucs pour essayer de comprendre vaguement de quoi on parle ou essayer d'avoir une ou deux questions à poser. Parce que je sais que vers 9h30, 10h, ma cliente, elle vient me parler. Là, on discute pendant 1 heure à peu près. Pendant 1 heure, je fais illusion et je donne l'impression que je maîtrise le sujet. Il y a le senior qui bosse, lui, depuis Paris. Je lui transmets les sujets, lui, il comprend de quoi on parle. Et il me dit, ni plus ni moins, ce que je dois écrire. Voire même, parfois, il l'écrit lui-même. Parce que concrètement, je comprends pas de quoi on parle. C'est aussi bête que ça. Et ensuite, j'attends que la journée se termine jusqu'à 18h. Concrètement, ce qui se passe, c'est que moi, en fait, je sers vraiment à facturer des jours de travail aux clients. Ça coûte 1000 balles par jour aux clients, quand même, quand je suis là, tu vois. Donc, c'est important qu'il y ait un mec sur place. Mais moi, vraiment, je suis pas compétent. Donc, j'ai pas de valeur ajoutée à lui apporter. Vraiment, je peux rien lui apporter. Dans le texte de Paul, on peut lire la phrase suivante. Même si l'on n'y connaît pas grand-chose, on imagine bien à quoi peut ressembler la journée d'un boulanger, d'un pompier, d'un médecin, d'un maçon ou d'un plombier. On arrive à identifier un savoir-faire et à comprendre en quoi consiste le métier et pourquoi ils sont payés pour l'exercer. Mais que fait un consultant ? Que fait un chargé de mission ou un gestionnaire de projet ? Le gros de mes journées, c'est être sur Facebook ou sur Instagram ou lire des articles ou regarder. Souvent, ça m'est arrivé de me refaire des matchs de la Coupe du Monde, tu vois. Devant mon ordi, tiens, on va regarder France-Croatie, c'était sympa. Typiquement, hier, vers 15h, j'avais fini les réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire que j'avais terminé tous les trucs à ma disposition sur Internet qui étaient possibles de faire. Facebook, je l'avais fini tout mon feed d'actualité 4 fois. Pareil pour Instagram, YouTube, j'avais rien à voir dessus. J'avais plus rien à faire, quoi. Et donc, je me mettais à envoyer des messages, des salves de messages à des potes comme ça, genre salut, tu peux discuter avec moi s'il te plaît parce que j'ai rien à faire, quoi. C'est long, c'est ennuyeux et c'est un peu stressant dans le sens où il y a toujours ces petits moments où tu te dis si quelqu'un arrive et me demande ce que je fais depuis 4 heures, je sais même pas quoi inventer. J'ai ma cliente qui vient me voir tous les jours et pour l'instant ça se passe, ça tient la conversation depuis le début, mais si jamais elle me demande juste qu'est-ce que t'es en train de faire là, je vais me mettre à bégayer, quoi. On m'a mis à des niveaux de responsabilité que je pensais pas avoir, en fait, vu qu'on m'envoie en première ligne un truc qu'un stagiaire fait pas normalement. L'aspect bullshit du job est pas tellement le manque de responsabilité que, au final, je sais que je fais mal mon travail, voire je le fais pas, mais tout le monde s'en fout, en fait. C'est-à-dire que concrètement, on s'en fout que le job soit fait, bien fait, pas fait, mal fait, et même le client, lui, il s'en fiche un peu. Je pense que inconsciemment tout le monde le sait et tout le monde se voile la face un peu. Mais je comprends que ce soit dur de l'accepter, en fait. Même à des niveaux très élevés, il y a plein de gens qui ont aucune idée de ce que c'est leur job et ça permet de maintenir, il y a un flou. Personne ne doit montrer à l'autre qu'il est en train de rien foutre, en fait, la plupart du temps. Ce serait pas des bullshit jobs si on travaillait que 3 heures par jour, tu vois. Juste, il y a pas besoin de plus, en fait. Sauf que si on fait 3 heures, mon client, au lieu de payer 100 000 euros ma mission, il la paye 10 fois moins. Mon patron, il a envie de facturer 6 semaines au client, donc il lui facture 6 semaines. Mais je pense qu'une des choses qui fait que je fais rien de la journée, c'est pas juste que je suis incompétent, c'est aussi qu'en fait, la mission, en vrai, il y a besoin d'une semaine pour la faire. Pour eux, en termes de coûts, c'est hallucinant, hein. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'ils payent un aller-retour Brest-Paris par semaine, qu'ils me payent 3 nuits d'hôtel par semaine, ils me payent à manger tous les midis, ma boîte me paye à manger tous les soirs, j'ai le taxi qui vient me chercher tous les matins, qui me ramène tous les soirs à l'hôtel, enfin c'est des frais incroyables, plus 1000 euros par jour, donc tout ça c'est hors mon salaire, quoi. Donc c'est un gâchis, c'est une catastrophe écologique, c'est un gâchis d'argent incroyable. Et moi, j'espère que je peux faire des trucs mieux que ça, que je peux me rendre plus utile, quoi. Paul écrit ensuite. La position de celui qui exerce un bullshit job est confortable, et beaucoup la lui envient. Il a trouvé un emploi, ce qui n'est pas donné à tout le monde, qui plus est bien rémunéré et auquel est attachée une reconnaissance sociale importante, analyse Paul. Reconnaître son malheur, c'est s'imposer d'y remédier, c'est se fixer un objectif déraisonnablement élevé, changer de vie, chercher sa place, trouver une passion et un sens.
J'ai pas l'impression que ça me définit ce job et donc que c'est un trop gros paradoxe dans ma personnalité. Mais j'ai dit à personne à mon travail que j'étais de gauche, par exemple. En fait, t'es jamais sincère aussi dans cet univers. T'es toujours un peu en train de mentir aux gens. Bah déjà, je le fais dans mon travail quand je mens à mes clients tous les jours. Mais je mens un peu à mes collègues tous les jours quand tu dois faire semblant que t'aimes bien ça. Parce que tout le monde fait semblant qu'il aime ça. Tu peux pas vraiment dire ça me saoule. Tu peux dire oh là là, aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, haha. Mais tu dis pas encore 7 mois. Tu peux pas dire ça. Parce que, d'autant plus, moi encore ça va, mais je suis avec des gens qui sont en CDI et qui sont là depuis peut-être 2 ans, 3 ans. Tu peux pas leur envoyer à la gueule comme ça ton travail, je trouve que c'est de la merde, quoi. Donc, en vrai, c'est surtout en fait le sentiment de solitude que t'as, de sentir que toi t'es un peu un marginal dans une structure où tout le monde dans laquelle tout le monde se sent bien, ou en tout cas tout le monde fait semblant de bien se sentir, et tu peux parler à personne de ça dans l'organisation, quoi. Dans son texte, Paul prend l'exemple de Julien, qui exerce lui aussi un bullshit job. Julien, écrit Paul, a obtenu son bac général avec mention très bien et est entré dans une filière sélective, une prépa souvent, plus parce qu'il le pouvait que parce qu'il le voulait, car depuis, toujours, on lui répète le même proverbe. Travaille bien à l'école et tu pourras choisir le métier qui te plaît. Pendant ses 20 premières années, Julien n'a jamais eu besoin de se chercher une vocation. Il a continué à voir les portes s'ouvrir devant lui, pensant qu'il élargissait son champ de possibilités tandis qu'il le refermait. Ce n'est qu'une fois en stage qu'il s'est rendu compte que son prestigieux master d'une grande école, qui fait la fierté de sa famille, n'était en fait qu'un diplôme en Microsoft Office et qu'il était condamné à remplir des slides jusqu'à sa retraite. En fait, l'école, elle mène logiquement vers ce genre de métier-là, quoi. Et je pensais que c'était beaucoup plus ouvert que ça, et en fait, j'avais... Ouais, le choc en rentrant en école est fort, je veux dire. En rentrant en stage, non, je savais un peu, là j'avais un peu perdu mes illusions déjà, quoi, sur le monde du travail et ce que c'était le conseil, quoi. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a un truc de génération là-dedans, dans le sens où moi j'ai pas mal de potes qui étaient vachement en décalage avec moi il y a encore quelques mois là-dessus. Mais en tout cas là, à ce stade-là, la majorité des gens que je côtoie est en train de se manger une désillusion hyper dure sur le monde du travail, sur ce qu'ils ont envie de faire, et j'ai plein de potes en fusion-acquisition qui me disent j'ai envie de retourner chez moi à Agen, à Bordeaux, et de faire un truc, tu vois, qui ont plus du tout, qui étaient des mecs hyper ambitieux de je vais faire l'ascension, une carrière, etc. Et là qui sont en train de se dire en fait, est-ce que la vie c'est pas plutôt avoir un petit job cool quelque part en province et être tranquille, quoi. Donc je pense que il y a un truc de génération. J'ai l'impression que nos parents ils avaient moins envie d'être épanouis dans leur travail aussi que nous, peut-être. À l'époque, on se posait moins la question de est-ce que j'aime ça. On était plus je fais un travail parce que je fais un travail, et voilà. J'ai pas mal de chance et j'ai pas trop de pression financière grâce à mes parents, donc j'ai pas le couteau sous la gorge, tu vois, je sens pas cette pression-là. Je sais que ça l'est chez pas mal de potes à moi qui se disent j'ai envie de faire autre chose, et d'un autre côté j'ai emprunté 50 000 euros pour payer une école de commerce, et derrière il faut le rembourser, quoi. C'est un peu le piège qui se referme sur toi de tu rentres en école, tu sais pas ce que tu vas faire, et en fait tu comprends très vite que maintenant que t'as payé, faut rembourser, et donc le moyen le plus vite d'y arriver c'est faire du 8h 23h à la Société Générale, et puis au bout de 5-6 ans t'es libre, quoi. Il y en a pas mal qui font ce calcul là. L'idée pour moi c'est de faire des études d'économie et de faire un doctorat d'éco, une thèse, et probablement de faire de l'enseignement. En guise de conclusion à son texte, Paul confie une astuce pour identifier les bullshit jobs et éviter de se retrouver dans la même situation que lui. Avoir recours à votre petit-neveu de 7 ans grâce à la loi universelle selon laquelle si un enfant de 7 ans ne vous a jamais dit qu'il avait envie de faire ce métier plus tard, c'est que ce métier est sans intérêt. Si vous n'avez pas de neveu de 7 ans, écrit Paul, vous pouvez très bien vous en passer pour utiliser cet indicateur. Imaginez un enfant de 7 ans dire qu'il veut devenir comptable et tirez vos propres conclusions.